Les pendules par Agatha Christie. Avant-propos. C'était le 9 septembre, un après-midi comme tous les autres. Aucun de ceux qui furent mêlés aux événements de ce jour ne purent se vanter d'avoir été effleurés par le moindre pressentiment. Il y aurait bien eu Mrs. Packer, qui, très versée dans les sciences de l'avenir, décrivait toujours ses prémonitions, après coup bien sûr. Mais elle habitait au 47 Wilbraham Crescent, si loin du 19 qu'elle estima superflu ce jour-là d'en avoir. À l'agence Cavendish, secrétaire et dactylo, directrice Miss K. Martindale, le 9 septembre s'annonçait comme particulièrement morose. Sonnerie du téléphone, cliquetis des machines, le train-train quotidien, sans rien d'intéressant. À 2h35, le timbre de Miss Martindale résonna et, du bureau du personnel, Edna Brent, ayant fait rapidement glisser son caramel le long de ses gencives, lui répondit de sa voix toujours un peu essoufflée et nasillarde. « Oui, Miss Martindale ? Voyons, Edna, ne parlez pas comme cela au téléphone. Je vous l'ai déjà dit, articulez et ne soufflez pas si fort. »« Excusez-moi, Miss Martindale. C'est déjà mieux. Vous y arrivez quand vous le voulez. Envoyez-moi Sheila Webb. »« Elle n'est pas encore revenue de son déjeuner, Miss Martindale. »« Ah ?» De l'œil, Miss Martindale interrogea la pendule de son bureau. Très exactement 6 minutes de retard. Cette Sheila Webb en prenait à son aise depuis quelque temps. « Dès son retour, dites-lui que je l'attends. »« Bien, Miss Martindale. » Ayant récupéré le caramel sur sa langue, Edna se remit à sussauter paisiblement tout en dactylographiant L'amour sans voile d'Arnold Levin. Cet érotisme laborieux la laissait froide, comme la plupart des lecteurs de M. Levin, en dépit de ses efforts. Quoi de plus mauvais qu'une mauvaise pornographie ? Malgré leur couverture alléchante, leurs titres prometteurs, d'année en année, la vente de ses livres baissait. Et voilà 3 fois déjà qu'on lui renvoyait la facture de sa dernière dactylographie. La porte s'ouvrit devant Sheila Webb, légèrement hors d'haleine. « Le fauve vous réclame, » fit Edna. Sheila grimaça. « C'est bien ma veine, juste le jour où je rentre en retard. » S'étant lissé les cheveux, elle saisit crayon et bloc, puis cogna à la porte de la direction. De derrière son bureau, Miss Martindale leva les yeux. Femme d'une 40aine d'années, c'était le véritable prototype de l'efficacité, à qui sa toison carotte avait fait donner le surnom de fauve. « Vous êtes en retard, Miss Webb, » dit-elle. « Désolée, Miss Martindale. Mon autobus s'est trouvé coincé dans un encombrement. »« À cette heure-ci, c'est fatal. Vous n'avez qu'à le prévoir. » Elle consulta son bloc. « Une Miss Pubmarsh a téléphoné. Elle demande une sténo à 3h. Vous, de préférence. Vous avez déjà travaillé pour elle ? Pas que je sache, Miss Martindale. En tout cas, pas dernièrement. Elle habite au 19 Wilbraham Crescent. Elle s'arrêta, l'air interrogateur. Sheila secoua la tête. Ça ne me dit rien, non ? Miss Martindale regarda sa pendule. Pour 3h, vous y serez facilement. Pas d'autre rendez-vous cet après-midi ? Du regard, elle parcourut son agenda. Ah, si, le professeur Purdy vous attend à l'hôtel Curlew à 5h. Vous serez de retour à temps, je pense. Autrement, j'enverrai Janet. Et du geste, elle la congédia. Sheila regagna la salle des employés. Quoi de neuf, Sheila ? Oh, rien, toujours la même routine. Une vieille taupe qui m'attend à Wilbraham Crescent. Et à 5h, le professeur Purdy, avec son affreux jargon archéologique. Oh, si seulement un jour il pouvait se passer quelque chose d'un peu plus excitant. La porte directoriale se rouvrit. « Dites-moi, Sheila, j'ai ici un petit mot pour vous, » fit Miss Martindale. « Si par hasard Miss Pubmarsh n'était pas là, entrez, ça ne sera pas fermé, et allez l'attendre dans la pièce tout de suite à droite. Dois-je vous l'inscrire ? » Inutile, Miss Martindale, je m'en souviendrai. Dessous sa chaise, où elle l'avait cachée,
Edna repêcha un soulier d'un goût douteux dont le talon aiguille s'était détaché. « Mon Dieu, comment vais-je rentrer chez moi ?» se lamenta-t-elle. « Fais pas tant d'histoire, on trouvera bien une solution », jeta une fille en s'arrêtant un instant. Soupirant, Edna inséra une nouvelle feuille dans sa machine. Il était en proie au désir. De ses doigts impatients, il arracha la frêle étoffe qui recouvrait ses seins et la bascula sur son divan. « Crotte !» fit Edna, et elle plongea vers sa gomme. Sheila prit son sac et sortit. Bâti vers 1900, Wilbraham Crescent était d'une conception architecturale hautement fantaisiste qui se présentait sous forme d'une demi-lune, dont les maisons étaient accolées dos à dos. Ce qui fait qu'en arrivant du côté extérieur, on était incapable de repérer les premiers numéros, alors que dans l'intérieur, on cherchait vainement les derniers. Ces maisons guindées, avec leurs balcons artistiquement ouvragés, dénotaient une bourgeoisie cossue, à peine modernisée, sauf à l'intérieur où un vent de transformation avait passé sur salle de bain et cuisine. Rien ne distinguait particulièrement le numéro 19. Petit rideau très propre, poignée de cuivre étincelante et une allée bordée de buissons de rosiers. Ayant poussé la grille, Sheila Webb marcha jusqu'à la porte et sonna. Pas de réponse. Après un instant, elle tourna la poignée comme on le lui avait dit et pénétra à l'intérieur. Dans l'entrée, la porte sur sa droite était entrebâillée. Elle frappa, attendit, puis s'introduisit dans un petit salon agréable, avec peut-être un peu trop de bibelots pour notre époque. Seule originalité, d'innombrables pendules. Tic-tac d'une horloge de grand-mère dans un coin, pendule en porcelaine de Saxe sur la cheminée. Et là, sur le bureau, un gros oignon d'argent, tandis que sur une étagère près du feu reposait une montre de vermeil, et que, plus loin, près de la fenêtre, une vieille pendule de voyage inscrivait sur un des angles de son cuir fané le nom de Rosemary, en lettres d'un or pâli. Étonnée de voir 4h moins 10 à la pendule du bureau, Sheila leva les yeux vers celle de la cheminée. Elle aussi indiquait la même heure. Bruissement, déclic. Sheila sursauta violemment. Par la porte d'une petite horloge de bois sculptée jaillissait un coucou qui, fortement et péremptoirement, annonça « Coucou, coucou, coucou » sur 3 notes éraillées, presque menaçantes. Puis, nouveau déclic, le coucou disparut. Sheila eut un sourire, contourna le canapé, s'arrêta brusquement, pétrifiée. Étendu par terre, un homme, les yeux ouverts, aveugle, avec une tache sombre sur son costume gris foncé. Machinalement, Sheila se pencha, tâta la joue, la main, froide. Puis la tache humide, et elle en retira vivement ses doigts, les yeux agrandis d'horreur. À cet instant, le claquement de la grille, dehors, lui fit inconsciemment tourner la tête. Dans l'allée, une femme se hâtait. Sheila déglutit péniblement, tant sa bouche était sèche. Elle restait plantée là, incapable de bouger, de crier, les yeux fixes. La porte s'ouvrit devant une grande femme d'âge mûr, portant un sac à provisions. Cheveux gris et flous rejetés en arrière sur le front et de grands yeux d'un bleu extraordinaire qui dépassèrent Sheila sans la voir. Sheila émit une espèce de geignement à peine audible. Les yeux bleus revinrent vers elle. « Il y a quelqu'un ici ?» dit la femme d'une voix forte. « Je sais » commença Sheila. La femme contournait le canapé pour la rejoindre. Alors, elle hurla. « Non, non, vous allez marcher dessus, sur lui, et il est mort. » Chapitre 1er. Récit de Colin Lamb. Comme dirait la police, le 9 septembre, à 14h59, je marchais direction ouest le long de Wilbraham Crescent. C'était la première fois que j'y venais, et franchement, Wilbraham Crescent me déroutait complètement. J'étais en train de vérifier une de mes intuitions, avec d'autant plus d'acharnement qu'elle s'avérait moins fondée. Mais c'est moi tout craché, ça.
En quête du numéro 61. Existait-il seulement? Je venais de remonter consciencieusement du numéro 1 au numéro 28, où Wilbraham Crescent s'interrompait brusquement, coupé par une large artère au nom sans équivoque d'Albany Road. Je rebroussai chemin. En bordure du trottoir nord, il n'y avait qu'un mur derrière lequel d'énormes blocs modernes projetaient vers le ciel leurs étages d'appartements auxquels on devait certainement avoir accès par une autre rue. Donc, de ce côté-là, aucun espoir. Sur mon passage, je contrôlais les numéros 24, 23, 22, 21. Diana Lodge. Le 21, sans doute. Avec un charroux en train de faire toilette sur un pilier de sa grille. Le 19. La porte du 19 s'ouvrait et, jaillissant telle une bombe, dans un hurlement suraigu, inhumain, qui parachevait cette ressemblance, une jeune fille fonçait dans l'allée. Elle passa la grille, me heurta si violemment que je faillis tomber, puis s'agrippa à moi avec désespoir. « Allons, dis-je, en retrouvant mon équilibre. Du calme, voyons, du calme. » Elle se calmait, s'arrêtait de crier, le souffle court, brisé de sanglots. On ne peut pas dire que je me sois montré vraiment à la hauteur des circonstances. « Avez-vous des ennuis ?» demandai-je. Puis, devant la maladresse d'une telle phrase, j'ajoutai « Que se passe-t-il » Reprenant haleine, la jeune fille tendit le doigt. « Là, dit-elle, là-dedans. » « Eh bien, il y a un homme par terre, mort. Elle lui a presque marché dessus. »« Qui ça ? Pourquoi ?»« Parce qu'elle est aveugle, je crois. Lui, il est couvert de sang. » Et, baissant les yeux sur ses mains, elle me lâcha. « Et moi aussi, je suis pleine de sang, » ajouta-t-elle. « En effet, » constatai-je, considérant les taches sur ma manche avec un soupir. « Moi également, maintenant. » Puis, après réflexion, « Je crois que vous feriez mieux de me faire voir tout ça. »« Non, non, je ne peux pas. Je n'irai plus dans cette maison. »« Vous n'avez peut-être pas tort, » dis-je, cherchant des yeux un endroit propice où déposer cette jeune personne à moitié évanouie. Après l'avoir laissée glisser doucement sur le trottoir, je l'adossai à la grille. « Ne bougez pas jusqu'à mon retour. Ça ne sera pas long. Vous ne risquez rien. Si vous avez un malaise, penchez-vous, posez la tête sur les genoux. »« Je me sens mieux, beaucoup mieux maintenant. » Elle n'en paraissait pas trop sûre. Aussi, sans approfondir la question, après lui avoir donné une petite tape encourageante sur l'épaule, ai-je vivement remonté l'allée. Une fois à l'intérieur, j'hésitai un instant dans le vestibule, et, après un coup d'œil dans la pièce à gauche, une salle à manger, pénétrai dans le salon en face. Là, dans un fauteuil, une femme aux cheveux gris, à mon entrée, détourna vivement la tête. « Qui est là ?» C'était une aveugle, je m'en rendis compte aussitôt. Orientée vers moi, ses yeux fixaient un point au-delà de ma tête. J'allais droit au but. Une jeune fille s'est précipitée dans la rue en criant qu'il y avait un homme assassiné ici. Tout en parlant, je sentais le ridicule de ce que j'avançais. Quelle absurdité de penser qu'ici, dans cette pièce d'un ordre méticuleux, avec cette femme assise les mains croisées paisiblement, il y avait un cadavre. Mais la voilà qui répond. « Oui, derrière le canapé. » Je contournai le canapé et le vis, bras raidis, œil vitreux, et cette tache de sang qui caillait. « Comment est-ce arrivé ?» demandai-je brutalement. « Je n'en sais rien. »« Mais voyons, qui est-ce ?»« Je l'ignore. »« Il faut appeler la police. » Je cherchais du regard. « Où est le téléphone ?»« Je ne l'ai pas. » Je l'observais attentivement. « C'est chez vous ici ?»« Oui. » « Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé ?»« Mais certainement. Je revenais du marché. » J'aperçus alors son sac à provisions, jeté sur une chaise près de la porte. « Et, en rentrant ici, je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un. Pour un aveugle, c'est plus facile qu'on ne le croit. Je demandai qui était là, aucune réponse. Seul le bruit d'une respiration haletante. J'allais vers ce bruit quand, soudain, l'inconnu hurla qu'il y avait un mort, que j'allais marcher dessus et se rua dehors en poussant des cris. Bien, leurs deux récits coïncidaient.
Et qu'avez-vous fait ? Je me suis avancée à tâtons, jusqu'à ce que je heurte quelque chose du pied. Et ensuite ? M'agenouillant, j'ai touché une main d'homme, froide, aucun pouls. Alors je suis allée m'asseoir pour attendre que quelqu'un vienne, car la jeune femme allait sûrement appeler à l'aide. J'ai pensé qu'il valait mieux ne pas m'éloigner. Le sang-froid de cette femme m'impressionnait. Elle n'avait pas crié, ne s'était pas enfuie terrifiée de la maison, mais s'était assise tranquillement pour attendre, ce qui était intelligent, mais pas à la portée de tous. À son tour, elle m'interrogeait. « Qui êtes-vous donc ?»« Je m'appelle Colin Lamb. Je passais devant chez vous. »« Où est la jeune femme ?»« Là-bas, contre votre grille où elle se remet de ses émotions. »« Où peut-on téléphoner ?»« À 50 mètres d'ici. Il y a une cabine juste avant le tournant. »« C'est vrai, je l'ai vue en venant. Vous... » J'hésitais. Devais-je lui dire « Vous restez là ?» ou « Vous sentez-vous bien ?» Elle me tira d'embarras. « Vous feriez mieux de ramener cette jeune fille ici. »« Je doute qu'elle accepte. »« Pas dans cette pièce, naturellement, mais dans la salle à manger en face. Dites-lui que je lui prépare du thé. » Elle se levait, venait vers moi. « Mais pourrez-vous... » Un instant, sur ses lèvres, flotta un sourire triste. « Cher monsieur, depuis que j'habite ici, et il y a 14 ans de cela, c'est moi qui fais toute ma cuisine. Une aveugle n'est pas forcément une incapable. »« Je vous fais toutes mes excuses. C'est vraiment bête de ma part. Il serait peut-être utile que je sache votre nom. »« Millicent Pebmarsh, Miss. » Je sortis, dévalai l'allée. La jeune fille leva les yeux, je l'aidai à se remettre debout. « Je me sens déjà mieux, fit-elle. »« Bravo, dis-je allègrement. »« Il y a bien quelqu'un d'assassiné, là-bas ?»« Certes oui, ai-je confirmé très vite. Je cours à la cabine, téléphoner à la police. À votre place, j'irais attendre dans la maison. Et j'élevai le ton pour couvrir son prompt refus. Dans la salle à manger, Miss Pebmarsh vous fait du thé. »« C'était donc Miss Pebmarsh, cette aveugle ?»« Oui, elle est bouleversée, elle aussi, mais garde tout son calme. Allons, venez. En attendant la police, une tasse de thé vous fera du bien. » Lui passant le bras autour des épaules, je l'entraînai vers la maison, l'installai confortablement dans la salle à manger, puis je repartis à la hâte. « Commissariat de Crowdin ?» annonça une voix impassible. « Puis-je parler à l'inspecteur Hardcastle, de la part de Colin Lamb ?» Un temps, puis ce fut Dick Hardcastle à l'appareil. « Colin ? Je ne vous attendais pas si tôt. Où êtes-vous ?»« Dans Crowdin, à Wilbraham Crescent. On a assassiné un homme au 19. Poignardé, je crois. Il y a une demi-heure environ qu'il est mort. »« Qui l'a trouvé ? Vous ? » ?»« Non, je passais tranquillement par là, quand soudain, comme sortant d'une des bouches de l'enfer, une fille a bondi hors de la maison. Elle a failli me faire tomber, m'a dit qu'il y avait par terre un homme mort, qu'une aveugle piétinait. »« Colin, vous êtes en train de me faire marcher, non ?» La voix de Dick devenait méfiante. « Ça a l'air invraisemblable, mais ce sont les faits. L'aveugle est la propriétaire de la maison, Miss Millicent Pebmarsh. »« Et elle piétinait un cadavre ? » ?»« Pas comme vous l'entendez, non. Mais, étant aveugle, elle n'a pas vu où elle mettait les pieds. »« Bon, je mets en route la machine. Attendez-moi. Qu'avez-vous fait de la fille ? » Miss Pebmarsh lui offre le thé. « Tout cela m'a l'air très sympathique, » fit Dick. Chapitre 2. Au 19 de Wilbraham Crescent, tout l'appareil de la justice s'était déployé. Il y avait là le médecin légiste, le photographe de l'identité judiciaire et les spécialistes des empreintes. Bon dernier arriva l'inspecteur Hardcastle, au visage énigmatique, contredit par 2 sourcils expressifs, pour veiller à ce que ses directives soient exécutées et bien exécutées. Après avoir une fois encore contemplé le cadavre, puis échangé quelques mots avec le médecin, il se rendit à la salle à manger où, devant 3 tasses de thé vides, l'attendaient 3 personnes. Miss Pebmarsh, Colin Lamb
et une grande jeune fille aux boucles brunes et aux yeux en amande pleins de frayeur. Très jolie, apprécia à part soi l'inspecteur. Et il se présenta à Miss Pebmarsh. Inspecteur Hardcastle. Bien qu'il ne se soit jamais rencontré sur le plan professionnel, il la connaissait de vue, savait qu'ancien professeur, elle travaillait maintenant à l'Institut Arenberg, où l'on enseignait le braille aux jeunes aveugles. Il semblait incroyable qu'on eût trouvé un homme assassiné dans sa petite maison proprêtre et sévère, mais l'invraisemblable arrive plus souvent qu'on ne le pense. « C'est affreux pour vous, Miss Pebmarsh. Quel choc ça a dû être. J'aimerais un compte-rendu précis de chacun de vous. J'ai cru comprendre que c'était Miss, coup d'œil rapide au calepin que lui avait remis un agent, Sheila Webb, qui a découvert le corps. Avec votre permission, Miss Pebmarsh, je l'emmène dans la cuisine, où nous serons plus tranquilles. » Ouvrant la porte, il fit passer la jeune fille devant lui. Déjà, à la table de Formica, un jeune inspecteur prenait des notes silencieusement. Nerveuse, Sheila Webb s'assit, fixant l'inspecteur de ses prunelles dilatées de peur. Hardcastle faillit lui dire « Je ne vous mangerai pas, mon enfant », se contint et prononça « Ne vous tracassez pas, nous voulons simplement avoir une idée claire de ce qui s'est passé. Et d'abord, racontez-moi pourquoi vous êtes venu 19 Wilbraham Crescent. » Déjà rassurée, Sheila expliquait. Miss Pebmarsh a téléphoné au bureau pour qu'on lui envoie une dactylo à 3 heures. Aussi, quand je suis entrée du déjeuner, Miss Martindale m'y a-t-elle expédié. Et c'était à votre tour? D'après votre roulement habituel, veux-je dire? Non, pas exactement. Miss Pebmarsh avait insisté pour m'avoir moi. Hardcastle enregistra d'un froncement de sourcils. Ah bon? Parce que vous aviez déjà travaillé pour elle? Non, jamais, répondit Sheila vivement. Vraiment? En êtes-vous sûre? Oui, oui, absolument, affirma Sheila. Voyez-vous, Miss Pebmarsh est une de ces femmes qu'on n'oublie pas. C'est d'autant plus bizarre. En effet. Enfin, pour l'instant, laissons cela. À quelle heure êtes-vous arrivée? Un peu avant 3 heures, car le coucou de l'horloge, elle s'interrompit brusquement, le regard fixe. Comme c'est étrange. Sur le moment, je n'y avais pas fait attention. À quoi donc, Miss Webb? Au pendule. Oui, le coucou a bien sonné 3 heures, mais toutes les autres pendules avançaient d'1 heure. Curieux, n'est-ce pas? Certes, très, reconnut l'inspecteur. Voyons, quand avez-vous découvert le cadavre? Pas avant de contourner le canapé. Il était là. Oh, c'est atroce. Atroce. Oui, je l'avoue. Le connaissiez-vous? L'aviez-vous déjà rencontré quelque part? Jamais. C'est sûr. Vous savez, il a pu vous paraître très changé. Réfléchissez. Êtes-vous certaine de ne l'avoir jamais vu? Tout à fait. Bon, admettons. Qu'avez-vous fait ensuite? Ce que j'ai fait? Oui. Mais rien du tout. J'en étais incapable. D'accord, mais l'avez-vous touché? Oui, c'est vrai. Pour voir seulement. Mais il était complètement froid, et j'avais les doigts pleins de sang, gluants, épais. C'était affreux, dit-elle, se mettant à trembler. Allons, fit Hardcastle paternel. C'est fini, maintenant. N'y pensez plus. Et après, que s'est-il passé? Je ne sais plus. Ah, si, elle est arrivée. Qui ça? Miss Pebmarsh? Oui, mais à ce moment-là, je ne savais pas qui c'était. Elle est entrée avec un panier à provisions, expliqua-t-elle d'un ton qui soulignait combien ce panier lui avait paru choquant, déplacé. Que lui avez-vous dit? Rien, je crois. J'ai essayé, mais j'avais la gorge nouée, dit-elle, portant la main à son cou. Et puis, elle a demandé qui était là. Elle a commencé à venir vers moi, et j'ai cru qu'elle allait marcher dessus. J'ai crié. Après, je ne pouvais plus m'arrêter. J'ai couru hors de la maison et... Bon, mais encore une question. Pourquoi étiez-vous entré dans cette pièce? Que voulez-vous dire?
interrogea-t-elle, l'air surpris. Eh bien, après avoir sonné, quand personne n'a répondu. Pourquoi êtes-vous entré? Ah oui, je comprends. Parce qu'elle m'avait dit de le faire. Qui ça? Miss Martindale m'avait dit d'aller attendre dans le salon à gauche, dans le vestibule. Je vois, fit Hardcastle, l'air songeur. Très intimidée, Sheila demandait. Est-ce tout? Je pense que oui. Mais j'aimerais vous avoir sous la main encore une dizaine de minutes, au cas où j'aurais une question à vous poser. On vous accompagnera chez vous après. Avez-vous des parents? Je suis orpheline, mais j'habite chez ma tante. Qui s'appelle? Mrs. Lawton. Merci, Miss Webb, fit l'inspecteur en lui serrant la main. Tâchez de bien dormir cette nuit. Vous en avez besoin après toutes vos émotions. Avec un sourire timide, elle s'esquiva dans la salle à manger. Avant que Hardcastle n'ait pu lui tendre une main secourable, Miss Pebmarsh, l'air résolu, lui passa devant et, ayant tâté de la main une des chaises alignées le long du mur, s'en empara et s'assit. À peine Hardcastle eut-il poussé la porte que, sans lui laisser le temps d'ouvrir la bouche, elle l'interrogeait déjà. « Qui est ce jeune homme ?»« Colin Lamb. »« Son nom, il me l'a dit. Mais d'où sort-il? Pourquoi est-il ici ?» Assez étonné, Hardcastle la dévisageait. Il passait par hasard dans la rue quand Miss Webb s'est précipitée dehors en criant au meurtre. Après ce qu'il a vu en entrant ici, il nous a téléphoné. Et c'est nous qui l'avons prié de revenir nous attendre ici. « Vous l'avez appelé Colin ?»« Rien ne vous échappe, Miss Pebmarsh. C'est en effet un de mes amis que je vois rarement, d'ailleurs, un spécialiste de biologie sous-marine. » « Ah bon ?» Maintenant, Miss Pebmarsh, parlons de cette affaire extraordinaire, voulez-vous? Volontiers, mais j'ai fort peu de choses à vous dire. Il y a longtemps que vous habitez ici? Depuis 1950. J'étais institutrice. Quand on m'a annoncé que j'allais devenir aveugle, sans espoir de guérison, je me suis spécialisée dans l'étude du braille et de ses diverses techniques d'enseignement. Je travaille maintenant dans l'Institut Aaronberg pour enfants aveugles. Merci. Maintenant, parlons de cet après-midi. Attendiez-vous une visite? Non. Pour voir si ça vous rappelle quelqu'un, je vais vous lire une description de l'homme assassiné. Hauteur 1,70 m. Âge la soixantaine. Cheveux noirs grisonnants. Yeux marrons. Menton énergique. Bien rasé, mains soignées. Pourrait être un employé de bureau quelconque, genre comptable dans une banque, par exemple, ou alors dans une profession libérale, avocat ou autre. Avant de répondre, Millicent Pebmarsh réfléchit longuement. Difficile à dire. Ce signalement est très vague et conviendrait à des milliers de gens. Il se peut que j'ai rencontré quelqu'un qui lui ressemble, mais ça ne serait pas un ami intime, en tout cas. On ne vous a pas écrit pour vous annoncer une visite, ces jours-ci. Jamais de la vie. Bon. Mais quand vous avez téléphoné à l'agence Cavendish pour avoir une dactylo, vous... Pardon, dit-elle, lui coupant la parole. Mais je n'ai jamais fait cela. Hardcastle la fixait, éberlué. Vous n'avez pas appelé cette agence pour avoir une dactylo? Inspecteur, je puis vous assurer que je n'ai jamais eu besoin d'une dactylo, et que je n'ai jamais, vous m'entendez bien, jamais téléphoné dans cette intention à l'agence Cavendish. Vous n'avez pas réclamé Miss Webb en particulier? J'entends ce nom pour la première fois. Stupéfait, Hardcastle la regardait. Pourtant, vous n'avez pas fermé votre porte à clé. Ça m'arrive souvent, dans la journée. N'importe qui pouvait s'introduire ici. En tout cas, on n'a pas hésité à le faire aujourd'hui, dit-elle, revêche. Miss Pebmarsh, d'après le médecin légiste, on a dû tuer cet homme entre 1h30 et 3h moins le quart. Où étiez-vous alors? Après réflexion. À 1h30, dit-elle. Ou bien j'étais partie, ou sur le point de partir. J'avais des courses à faire. Décrivez-moi votre itinéraire avec précision. Voyons, d'abord je suis allée à la poste, celle d'Albany Road, pour y expédier un paquet et acheter des timbres. Ensuite, j'avais des courses pour la maison, boutons pression, épingles chez le mercier. Puis je suis rentrée chez moi.
Et même, je peux vous dire à quelle heure exactement, car en remontant l'allée, j'ai entendu mon coucou chanter 3 fois. Et vos autres montres? Pardon? Vos autres montres qui avancent toutes d'1 heure. Qui avance? Ah, vous voulez parler de l'horloge de grand-mère dans le coin. Pas seulement d'elle, des montres du salon également. Que voulez-vous dire, les montres du salon? Mais au salon, il n'y en a pas d'autres. Chapitre 3. Hardcastle s'étonnait. Voyons, Miss Pedmarsh, vous oubliez votre ravissante pendulette en saxe, votre réveil français de vermeil et votre oignon en argent et, c'est vrai, il y a aussi celle avec Rosemary gravée au coin. À son tour, Miss Pedmarsh paraissait stupéfaite. Inspecteur, ou vous êtes fou, ou c'est moi qui le suis. Mais je n'ai ni pendulette en saxe, ni, que disiez-vous, une montre avec Rosemary d'inscrit dessus, ni, qu'était-ce déjà l'autre? Un oignon en argent, répondit machinalement Hardcastle. Si vous ne me croyez pas, demandez-le donc à ma femme de ménage, Mrs. Curtin. L'inspecteur n'en revenait pas. Le ton net, assuré de Miss Pedmarsh, paraissait convaincant. Un instant, il resta là, à ressasser tous les faits. Puis, se levant, « Miss Pedmarsh, voudriez-vous, s'il vous plaît, me suivre au salon ?»« Mais certainement. À vrai dire, je tiens à aller voir ces pendules moi-même. »« Voir ?» Hardcastle saisit le mot au vol. « Les examiner serait peut-être plus juste dans ma bouche. Mais, voyez-vous, inspecteur, même les aveugles se servent de mots conventionnels qui ne correspondent pas exactement à leurs facultés. Je voulais dire plutôt que j'aimerais les tenir dans la main, les sentir. » Précédant Miss Pedmarsh, Hardcastle traversa le vestibule, pénétra dans le salon. L'homme qui relevait les empreintes tourna la tête vers Hardcastle. « J'ai bientôt terminé, inspecteur. Vous pouvez toucher à tout ce qu'il vous plaira. » Hardcastle acquiesça, saisit la petite pendulette de voyage sur laquelle était gravée Rosemary et la déposa sur la paume de Miss Pedmarsh. Celle-ci la palpa soigneusement et fit de même avec les 3 autres. « Elles ne sont pas à moi, dit-elle, en lui rendant la dernière. Les seules pendules qu'il y a d'habitude dans cette pièce sont l'horloge de grand-mère dans un coin. »« C'est juste. » Et le coucou fixé au mur, près de la porte. Hardcastle ne savait plus que dire. Confiant qu'elle ne pouvait en faire autant, il examinait ce visage devant lui, ce front perplexe barré d'une ride légère. « Je n'y comprends rien. Non, rien du tout. » Elle tendit la main, sachant pertinemment là où elle était dans la pièce, et s'assit. Voyant le spécialiste des empreintes près de la porte, Hardcastle lui demanda. « Vous avez pensé aux pendules, oui ? » J'ai tout examiné, monsieur l'inspecteur. Il n'y a aucune trace de doigt sur celle de vermeil, mais sur cette surface-là, elle ne s'imprime guère. Pas plus d'ailleurs que sur la porcelaine. Mais ce qui paraît bizarre, c'est qu'il n'y en a pas non plus sur le cuir du réveil ni sur l'oignon d'argent. Là, il serait normal qu'il y en eût. Au fait, aucune des montres n'est remontée, et elles sont toutes arrêtées à la même heure, 4h13. Et dans le reste de la pièce, il y a 3 ou 4 séries d'empreintes un peu partout, toutes de femmes, à mon avis. J'ai mis le contenu des poches du mort là, dit-il en indiquant d'un geste un petit tas sur la table, vers laquelle Hardcastle se dirigea immédiatement. Devant lui se trouvait un portefeuille contenant 7 livres et 10 shillings, une pochette de soie sans initiales, une petite boîte de pilules digestives et une carte de visite. Se penchant, Hardcastle lut. Monsieur R. H. Curry, Metropolis and Provincial Insurance Co. Limited, London, W2. Alors, revenant vers le canapé où s'était assise Miss Pedmarsh, « Vous n'attendiez pas la visite d'une compagnie d'assurance, par hasard ?» lui demanda-t-il. « D'une compagnie d'assurance ? Non, pas du tout. »« De la Metropolis and Provincial » réitéra Hardcastle. Miss Pedmarsh secouait la tête. « Non, je n'en ai jamais entendu parler. »« Vous n'avez pas l'intention de prendre une assurance quelconque ?»« Mais non, je suis assurée contre le vol et l'incendie par la Joyce Insurance Company. Mais, personnellement, n'ayant ni parents ni amis, je ne vois pas pourquoi je m'assurais sur la vie. »
En effet, dit Hardcastle. Curry, ce nom ne vous dit rien? Monsieur R. H. Curry, dit-il en épiant sa physionomie, mais sans y voir aucune réaction. Curry? Répéta-t-elle. Puis elle eut un geste de dénégation. C'est un nom peu commun, n'est-ce pas? Je ne crois pas l'avoir jamais entendu. Est-ce le nom du mort? Possible, dit Hardcastle. Miss Pepmarsh hésitait, puis, se décidant, voulez-vous que je touche? Hardcastle comprit à mi-mot. Accepteriez-vous, Miss Pepmarsh? N'est-ce pas vous en demander trop? Je ne suis pas très compétent dans ce domaine, mais vos doigts vous en apprendront sans doute plus sur un visage qu'une description. Très juste, dit Miss Pepmarsh. Ça n'a rien de très agréable, mais si ça peut vous être utile, je veux bien le faire. Merci, accepta Hardcastle. Permettez-moi de vous y conduire. Il lui fit faire le tour du canapé, l'aida à s'agenouiller, guida gentiment sa main vers le visage du mort. Très calme, elle ne laissait transparaître aucune émotion. Ses doigts descendirent le long des cheveux, des oreilles, un instant s'attardèrent derrière celle de gauche, puis suivirent la courbure du nez, de la bouche et du menton. « Je vois très bien à quoi il ressemble, dit-elle en se relevant, et je ne le connais pas. J'en suis sûre maintenant. » L'homme des empreintes, qui venait de sortir après avoir rangé son matériel, passa de nouveau la tête par la porte. « On vient le chercher, fit-il, désignant le corps. « Peut-on l'emmener ?»« Oui, dit l'inspecteur. Miss Pepmarsh, venez donc vous asseoir ici. Voulez-vous » Et il l'installa sur une chaise dans un coin. 2 hommes entrèrent, en un tour de main de ces professionnels. Feu M. Curry eût disparu. Les ayant raccompagnés à la grille, Hardcastle revint s'asseoir auprès de Miss Pepmarsh. « Quelle affaire invraisemblable, remarqua-t-il. Miss Pepmarsh, j'aimerais en récapituler devant vous les faits essentiels. Si je me trompe, dites-le-moi. Vous n'attendiez aucune visite aujourd'hui. Vous ne vous êtes pas renseigné sur des questions d'assurance et vous n'avez reçu aucune lettre vous annonçant la visite d'un agent d'assurance dans la journée. Est-ce bien exact ? Entièrement. Vous n'aviez aucun besoin d'une dactylo et vous n'avez pas téléphoné à l'agence Cavendish. Toujours exact. Quand vous êtes sorti, à 1h30 approximativement, il n'y avait ici que 2 pendules, le coucou et l'horloge de grand-mère. Sur le point de répondre, Miss Pepmarsh se retint. À vrai dire, je ne pourrais pas le jurer. N'y voyant plus, comment voulez-vous que je remarque la présence ou l'absence d'un objet ? Toutefois, j'aurais pu m'en rendre compte en époussetant ici ce matin. Or, tout était en ordre. Je tiens à faire le salon moi-même, à cause de mes bibelots. Les femmes de ménage sont si peu soigneuses. Êtes-vous sortie ce matin ? Oui, comme à l'ordinaire, pour aller faire ma classe à l'Institut Arenberg de 10h à 12h30. Je suis rentrée vers 1h moins le quart, pour me faire des œufs brouillés et du thé. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je suis ressortie à 1h30. Au fait, j'ai déjeuné dans la cuisine. Je ne suis pas venue dans cette pièce. Bien, dit Hardcastle. Si vous pouvez me certifier qu'à 10h ce matin, il n'y avait ici que vos pendulettes habituelles, ce serait donc plus tard dans la matinée qu'on aurait pu déposer les autres. Renseignez-vous auprès de ma femme de ménage, Mrs. Curtin. Elle est chez moi de 10h à midi. Elle habite 17 Dipper Street. Merci, Miss Pepmarsh. Et maintenant, en nous basant sur les quelques faits que voilà, j'aimerais que vous m'apportiez vos idées et vos suggestions. À un moment donné, aujourd'hui, on a apporté 4 pendules dans cette maison. Leurs aiguilles à toutes indiquaient 4h13. Cette heure évoque-t-elle quelque chose pour vous ? Non, fit Miss Pepmarsh. Rien du tout. Venons-en alors aux morts. À moins d'avoir prévenu votre femme de ménage, il semble peu probable qu'elle l'ait fait entrer et laissé seule ensuite dans la maison. Nous l'interrogerons d'ailleurs plus tard à ce sujet. Cet homme, donc, ne peut être venu ici que pour 2 motifs, soit pour affaires, soit pour des raisons personnelles. Or, il a été poignardé entre 1h30 et 3h moins le quart. Lui a-t-on donné rendez-vous ?
Vous prétendez n'en rien savoir. S'occupait-il de questions d'assurance? Là encore, vous ne savez rien. La porte n'étant pas fermée, il a très bien pu entrer et s'asseoir ici pour vous attendre. Mais pourquoi? Toute cette histoire est rocambolesque, dit Miss Marsh s'énervant. À votre avis, ce serait ce... Comment s'appelle-t-il déjà? Ce Curry qui a apporté les pendules? Mais pas de trace d'un emballage, observa Hardcastle. Comment aurait-il pu apporter 4 pendules dans ses poches? Voyons, Miss Marsh, ces pendules. 7 heures de 4h13, aucune association d'idées. Ou c'est l'œuvre d'un fou, dit-elle, ou alors on s'est trompé de maison. Non, inspecteur, je ne vois rien à vous dire. Sur ce, un jeune policier entrebâilla la porte. Hardcastle, l'ayant rejoint dans le hall, alla ensuite à la grille s'entretenir quelques instants avec ses hommes. Maintenant, vous pouvez ramener la jeune fille chez elle, dit-il. Elle habite 14 Palmerston Road. Il revint dans la salle à manger. Par la porte ouverte, on entendait Miss Marsh s'affairer sur son évier. Debout dans l'encadrement, il lui dit « J'ai besoin de ces pendules, Miss Marsh. Je vous laisse un reçu. » Faites, inspecteur. Elles ne m'appartiennent pas. Se tournant vers Sheila Webb, « Vous pouvez rentrer chez vous, Miss Webb, » lui dit-il. Sheila et Colin se levèrent. « Raccompagne-la à la voiture, je te prie, Colin, » ajouta-t-il en s'installant à la table pour rédiger le reçu. Les 2 jeunes gens étaient déjà dans l'allée quand, soudain, la jeune fille s'arrêta. « Mes gants, je les ai oubliés. »« J'y vais. »« Non, je sais où je les ai laissés. Et puis, ça m'est égal maintenant qu'ils l'ont emmenée. » Elle partit en courant, revint un instant après. « Je suis désolée de m'être conduite comme une idiote tout à l'heure. » À votre place, n'importe qui en aurait fait autant. Au moment où la voiture démarrait, Hardcastle réapparut. S'adressant à un des jeunes agents, « Veuillez me faire emballer très soigneusement les pendules du salon, toutes, sauf le cartel et le coucou. » Puis, après encore quelques ordres, il se tourna vers son ami. « Je pars faire un tour, dit-il. Tu viens ? » « Avec plaisir, répondit Colin. Chapitre 4. Récit de Colin. Et où allons-nous comme ça ? Demandai-je à Hardcastle. Agence Cavendish, dit-il au chauffeur. C'est dans Palace Street, vers l'esplanade, sur la droite. Bien, monsieur. La voiture démarrait. Déjà, les curieux fascinés formaient un petit attroupement. Sur le pilier de Diana Lodge, la maison voisine, toujours le charroux qui avait fini sa toilette et, assis très droit, agitait légèrement la queue en contemplant avec ce suprême dédain particulier aux chats et aux chameaux les visages humains au-dessus de lui. D'abord l'agence Cavendish, ensuite la femme de ménage. Procédons par ordre, car le temps presse, dit Hardcastle en jetant un coup d'œil à sa montre. Déjà 16 heures passées. Après un silence. Assez jolie, la fille, ajouta-t-il. Plutôt, acquiesçai-je. Il me jeta un regard amusé. Elle nous a raconté une histoire étonnante. Plus vite nous l'aurons vérifiée, mieux ce sera. Tu ne penses pas qu'elle est... Il m'interrompit. Les gens qui découvrent les cadavres m'intéressent toujours beaucoup. Mais cette fille-là était à moitié morte de peur. Si tu l'avais entendue crier... Nouveau regard ironique, tout en me répétant qu'elle était très jolie. Et qu'est-ce qui nous vaut ta visite à Wilbraham Crescent, Colin ? Tu admirais la grâce de notre architecture victorienne ? Ou avais-tu un but précis ? Oui, j'en avais un. Je cherchais en vain le numéro 61. Peut-être n'existe-t-il pas. Mais si, les numéros vont jusqu'au 88, je crois. Écoute, Dick, quand je suis arrivé au 28, Wilbraham Crescent s'est évanoui. Les étrangers s'y perdent toujours. Tu aurais dû prendre à droite en remontant Albany Road, puis de nouveau sur ta droite, et tu te serais retrouvé dans l'autre moitié de Wilbraham Crescent. Les maisons, construites de part et d'autre de leurs jardins accolés, se tournent le dos. Comprends-tu ? Ah, je vois, dis-je. Sais-tu qui habite au 61 ? Au 61 ? Attends. Ça doit être Bland, l'entrepreneur. Oh, zut, dis-je.
Ça ne m'arrange pas du tout. Ce n'est pas un entrepreneur que tu cherches? Non, ça ne me dit rien. À moins... Y a-t-il longtemps qu'il est installé? Bland? Il est né ici. C'est certainement un type du pays. Il a des années de métier. Mon Dieu, que c'est ennuyeux. Il n'y a pas pire entrepreneur, me dit Hardcastle, d'un ton prometteur. Il utilise des matériaux de mauvaise qualité, construit de ces maisons qui ont l'air assez solides d'apparence et qui, dès qu'on y habite, s'écroulent sur vous. Il marche toujours sur une corde raide, mais réussit de justesse à s'en tirer. Pas la peine de m'allécher, Dick. L'homme que je cherche incarnerait probablement la droiture même. Bland vient d'hériter, ou plutôt sa femme. C'est une Canadienne qui a rencontré Bland ici pendant la guerre. Sa famille était contre ce mariage et a coupé les ponts après. Mais l'an dernier, à la mort de son grand-oncle, par suite des morts de la guerre et autres accidents, brusquement voilà Mrs. Bland, seule survivante de toute la famille, et donc sa légataire universelle. Juste à temps, je pense, pour sauver Bland de la faillite. Tu as l'air drôlement bien informé sur ce monsieur Bland. Oh, ça. Écoute, le contrôleur des contributions s'intéresse toujours aux gens qui, du jour au lendemain, deviennent riches. On se demande s'ils n'ont pas de petites combines, des dessous de table quelconques. C'est pourquoi on exige des comptes. Bland s'est expliqué, et tout était régulier. De toute façon, dis-je, moi, les gens qui ont fait fortune en un jour ne m'intéressent pas. Nous voilà arrivés, fit-il en se penchant à la portière. Située dans la rue la plus commerçante de la ville, pompeusement appelée Palace Street, l'agence Cavendish, comme la plupart des affaires environnantes, s'était établie dans une maison victorienne restaurée. Ayant monté les 4 marches et franchi le seuil de l'agence, Hardcastle et moi, obéissant au panneau sur la porte droite qui disait « Entrez sans frapper », sommes entrés dans une grande pièce où 3 jeunes femmes tapaient consciencieusement à la machine. 2 d'entre elles, indifférentes à notre présence, continuèrent à taper, tandis que la 3e, devant laquelle se trouvait un téléphone, s'arrêtait, l'air interrogateur. Cessant de suçoter son bonbon, elle nous demanda d'une voix nasillarde. « Vous désirez ?»« Miss Martindale, » fit Dick. « Je crois qu'elle est en ligne, en ce moment. » Au même instant, un déclic. Décrochant le combiné, la jeune fille appuya sur un bouton et dit « 2 messieurs désirent vous voir, Miss Martindale. » Levant les yeux vers nous. « Vos noms, s'il vous plaît ?»« Hardcastle, » fit Dick. « C'est monsieur Hardcastle, Miss Martindale. » Puis, posant l'appareil, « Par ici, » fit-elle, et elle nous introduisit dans le bureau de Miss Martindale. Celle-ci, à notre entrée, nous regarda l'un après l'autre. « Monsieur Hardcastle ?» Dick lui tendit une de ses cartes professionnelles, tandis que, m'effaçant, j'allais m'asseoir sur une chaise dans un coin. Les sourcils fauves de Miss Martindale se froncèrent, dénotant une certaine surprise mêlée de mécontentement. « Que désirez-vous, inspecteur ?»« Quelques renseignements, Miss Martindale, qui pourraient m'être utiles. » À son ton, je compris que Dick allait faire du charme, aborder la question par le biais. Miss Martindale y serait-elle sensible? J'avais des doutes à cet égard. Cependant, Hardcastle commençait à l'interroger. « Je crois savoir que vous avez pour employé une certaine Sheila Webb. »« Oui, c'est juste. Malheureusement, je ne pense pas qu'elle soit là pour le moment. Elle avait du travail à l'extérieur dès le début de l'après-midi. Elle devait déjà être rentrée. À moins qu'elle ne soit allée directement à son rendez-vous de 5 heures au Curlew Hotel sur l'esplanade. »« Bon, » dit Hardcastle, « que savez-vous sur cette jeune fille ?»« Pas grand-chose, » fit Miss Martindale. « Elle est employée ici depuis... Voyons, laissez-moi réfléchir. Environ 1 an. Son travail me donne toute satisfaction. » « Savez-vous chez qui elle était avant ?»« Si vous y tenez vraiment, inspecteur, je peux vous le dire. Son curriculum vitae doit être quelque part dans mes classeurs. Enfin, de chic comme ça, je crois me souvenir qu'elle a d'abord travaillé dans une affaire londonienne, qui lui a donné d'excellentes références. Il me semble, si ma mémoire est bonne, qu'il s'agissait d'une agence immobilière. »« Vous dites qu'elle est très capable ?»« Tout à fait, » dit Miss Martindale, qui pourtant n'était pas du genre prodigue en compliments.
Elle a une vitesse de frappe efficace et me paraît suffisamment instruite. C'est une dactylo consciencieuse. La voyez-vous en dehors de ses heures de bureau? Non, il me semble qu'elle vit chez une tante. Miss Martindale s'impatientait. Inspecteur, dit-elle, puis-je savoir pourquoi vous me posez toutes ces questions? Cette jeune fille se serait-elle attirée des ennuis? Non, Miss Martindale, pas exactement. Connaissez-vous une Miss Millicent Pebmarsh? Pebmarsh, froncement des sourcils fauves. Voyons. Ah oui, bien sûr. C'est chez elle que Sheila devait aller à 3 heures. Comment a-t-on pris le rendez-vous, Miss Martindale? Par téléphone. Miss Pebmarsh désirait une dactylo et m'a demandé de lui envoyer Miss Webb. Elle a précisé qu'elle voulait Sheila Webb? Oui. À quelle heure vous a-t-elle téléphoné? Miss Martindale réfléchit un instant, puis « Je ne l'ai pas eue par le standard, donc ça devait être pendant le déjeuner. Pour vous fixer, disons à peu près 13h50. En tout cas, avant 14h. Tenez, je l'ai noté sur mon carnet. C'était 13h49, exactement. » Miss Pebmarsh vous a-t-elle parlé elle-même? Je pense que oui, fit Miss Martindale assez surprise. Mais pouviez-vous reconnaître sa voix? La connaissiez-vous personnellement? Non, pas du tout. Elle m'a simplement dit qu'elle s'appelait Miss Millicent Pebmarsh, m'a donné son adresse dans Wilbraham's Crescent, puis, comme je vous l'ai dit, m'a demandé de lui envoyer Sheila Webb à 3 heures, si elle était libre. Compte rendu clair et net. Certes, Miss Martindale ferait un témoin de premier ordre. J'aimerais bien savoir ce que tout cela signifie, dit Miss Martindale, légèrement excédée. Eh bien, voilà. Miss Pebmarsh dit qu'elle ne vous a jamais téléphoné. Miss Martindale tombait des nues. Comment? Mais c'est incroyable! Vous, au contraire, vous me dites qu'on vous a téléphoné, mais sans pouvoir certifier que c'était Miss Pebmarsh. Non, évidemment, ça m'est difficile, sans la connaître. Mais enfin, je ne vois pas dans quel but on aurait fait cela, à moins d'une plaisanterie quelconque. C'est un peu plus sérieux que cela, fit Hardcastle. Cette Miss Pebmarsh, ou qui que ce soit d'autre, vous a-t-elle dit pourquoi elle désirait particulièrement Sheila Webb? Il me semble qu'elle m'avait spécifié que Sheila avait déjà travaillé pour elle. Est-ce exact? Sheila ne se souvient pas, mais ce n'est pas concluant, inspecteur. Après tout, ces filles vont travailler dans tant d'endroits différents, voient tant de têtes nouvelles, qu'il semble difficile qu'elles se rappellent ce qui s'est passé à quelques mois d'intervalle. Mais, inspecteur, même s'il s'agit d'une plaisanterie, je ne vois pas ce qui me vaut votre visite. Nous y venons. Quand Miss Webb est arrivée au 19 Wilbraham Crescent, elle est entrée, puis elle est allée au salon, suivant les instructions reçues, m'a-t-elle dit. Vous êtes d'accord? Entièrement. Miss Pebmarsh m'avait prévenu qu'elle serait peut-être un peu en retard et que Sheila n'avait qu'à aller l'attendre dans la maison. Et au salon, reprit Hardcastle, Miss Webb a trouvé un homme mort sur le parquet. Miss Martindale paraissait pétrifiée. Un instant, elle chercha ses mots, puis « Vous dites, inspecteur, un homme mort ?»« Assassiné, rectifia Hardcastle. Poignardé, même. » Oh, mon Dieu, quel ennui pour cette pauvre fille! Genre de remarque manquant à propos, très caractéristique de Miss Martindale. Le nom de Curry vous rappelle-t-il quelque chose, Miss Martindale? Monsieur R.H. Curry. Non, je ne vois pas. De la compagnie d'assurance Metropolis and Provincial. Autre dénégation de Miss Martindale, dont le visage ne reflétait rien. Soupirant, Dick Hardcastle se leva pour prendre congé. « C'est une bonne petite affaire que vous avez là. Ça fait longtemps que vous êtes dans le métier ?» 15 ans. C'est une réussite. Parti presque de rien, j'ai maintenant 8 employés et du travail plus qu'il n'en faut. Vous êtes surtout spécialisé dans les œuvres littéraires, je crois, dit Hardcastle, regardant les photos d'auteurs sur les murs. Oui. À mes débuts, j'ai été pendant de longues années la secrétaire de l'auteur de romans policiers si connu, Gary Gregson. En fait, c'est grâce à un legs qu'il m'a fait que j'ai pu monter cette agence.
Beaucoup de ses confrères m'ont patronné. Mes connaissances de la technique littéraire m'ont servi auprès d'eux. Je leur fournis nombre de renseignements, dates, citations, jurisprudence, procédures et actions des divers poisons. Également des détails géographiques tels que restaurants, rues à l'étranger, car les lecteurs de nos jours, plus tatillons qu'autrefois, n'hésitent pas à signaler leurs erreurs aux auteurs. Comme Hardcastle se dirigeait vers la porte, je la lui ouvris. Déjà, les 3 jeunes filles se préparaient à partir. À la réception, Edna, debout, l'air désolé, brandissait d'une main son talon aiguille et de l'autre son soulier. « Il n'y a qu'un mois que je les ai, se plaignait-elle. Elles m'ont coûté assez cher. C'est cette sacrée grille d'égout à côté du pâtissier du coin. Après, je ne pouvais plus marcher. J'ai dû rentrer ici avec des croissants, mes souliers à la main. Et comment vais-je prendre l'autobus, maintenant ? Je me le demande. » C'est à ce moment qu'elles nous aperçurent. Edna dissimula vivement le soulier coupable tout en jetant un fugitif coup d'œil à Miss Martindale qui, si j'en juge par les apparences, n'était pas du genre talon-aiguille. « Tous mes remerciements, Miss Martindale, » dit Hardcastle. « Si par hasard quelque chose vous revenait à l'esprit… »« Bien sûr, » coupa Miss Martindale d'un ton brusque. En montant dans la voiture, je lui dis « Donc, malgré tous tes soupçons, l'histoire de Sheila Webb s'avère exacte ?»« D'accord, fit Dick. « C'est toi qui as raison. » Chapitre 5. « Mens !» s'écria Ernie Curtin, cessant un instant de promener de haut en bas de la vitre, en l'accompagnant d'un bruit semi-bruissant, semi-crissant, son petit jouet de métal qu'il se figurait être une fusée en route vers Vénus. « Mens ! Qu'est-ce qu'il se passe ?» Pas de réponse. Mrs. Curtin, l'air sévère comme toujours, s'activait à sa vaisselle au-dessus de son évier. « Mens ! Il y a un quart de police juste en face de la maison. »« Assez de mensonges, Ernie. Veux-tu ?» dit Mrs. Curtin tout en posant bruyamment tasse et soucoupe sur l'égouttoir. « Tu sais ce que je t'ai dit. »« Je mens jamais, » dit Ernie angélique. « C'est le quart de police et il y a 2 hommes qui en sortent. » Mrs. Curtin se retourna vivement vers son rejeton. « Qu'as-tu encore fait ?» dit-elle. « Tu nous as encore attiré des ennuis, non ?»« Sûr que non ?» fit Ernie. « J'ai rien fait. »« C'est avec cet Alf, » dit Mrs. Curtin. « Lui et sa bande. Je t'ai dit, et ton père aussi, que ce sont des voyous. Ça finit toujours par tourner mal. D'abord, c'est le tribunal pour enfants, puis la maison de redressement, sans doute. Et je veux pas de ça, t'entends ? » « Ils sont à la porte, » annonça Ernie. Délaissant sa vaisselle, Mrs. Curtin rejoignit son héritier à la fenêtre. « Eh bien vrai, » marmonna-t-elle. Au même instant, le marteau de la porte résonna. Après s'être essuyé rapidement les mains à un torchon, Mrs. Curtin alla ouvrir. Méfiante, l'œil belliqueux, elle dévisageait les 2 hommes du haut des marches. « Mrs. Curtin ?» s'informa le plus grand des 2. « C'est bien moi, » dit-elle. « Inspecteur Hardcastle, puis-je vous voir un instant ?» D'assez mauvaise grâce, Mrs. Curtin s'effaça et, ouvrant la porte brutalement, fit entrer l'inspecteur dans une petite pièce propre et nette qui donnait l'impression qu'on n'y pénétrait que rarement, impression d'ailleurs tout à fait exacte. « Votre fils ?» s'enquit poliment l'inspecteur. « Oui, » confirma Mrs. Curtin, qui ajouta agressivement « Et un brave petit, quoi que vous en pensiez. »« J'en suis persuadé, » dit Hardcastle, aimable. Peu à peu s'effaçait la méfiance de Mrs. Curtin. « Je viens vous poser quelques questions sur le 19 Wilbraham Crescent. Vous y travaillez, je crois. »« J'ai jamais dit le contraire, » dit Mrs. Curtin, toujours sur la défensive. « Chez Miss Millicent Pedmarsh ?»« Ouais, c'est chez elle que je travaille. C'est une très gentille dame. »« Une aveugle, » dit Hardcastle. « Oui, pauvre dame. Mais on ne le croirait pas. À la voir se diriger chez elle, trouver tout ce qu'elle veut. C'est fantastique. Elle sort aussi, et même elle traverse les rues. »« C'est le matin que vous allez chez elle ? » ?»« Tout juste. J'y arrive à 10h moins le quart. 10h. Et j'en repars à midi, quand j'ai fini, quoi. »
Puis, la voix rêche, elle ajouta « C'est pas qu'on lui a volé quelque chose, si ?» « Tout le contraire », fit l'inspecteur qui pensait au pendule. « Qu'est-ce qui ne va pas, alors ?» On a trouvé un mort dans le salon, cet après-midi. Mrs. Curtin était sidérée. Ernie, lui, pétillait de joie. Il ouvrit la bouche, prêt à dire « Oh !» mais, jugeant plus sage de ne pas attirer l'attention sur lui, la referma. « Un mort ?» dit Mrs. Curtin, incrédule. « Et dans le salon ?» ajouta-t-elle encore plus sceptique. « Oui, on l'a poignardé. »« Vous voulez dire que c'est un assassinat ?»« Oui, un assassinat. »« Et qui l'a fait ?» dit Mrs. Curtin. « Nous n'en sommes pas encore là, malheureusement. Nous pensions que vous pourriez peut-être nous aider. »« Je sais rien du crime, » trancha Mrs. Curtin. « Non, mais il y a une ou deux choses qui nous intriguent. Par exemple, ce matin, un homme a-t-il sonné à la porte ?»« Non, pas que je me souvienne. Pas aujourd'hui. À quoi ressemblait-il ?»« Un homme âgé d'une 60aine d'années, dans un complet sombre, correct. Tenez, genre courtier d'assurance. »« Je l'aurais pas fait entrer, » dit Mrs. Curtin. « Avec moi, pas question d'assurance, d'encyclopédie britannique ou d'aspirateur. Rien à faire. Miss Pebmarsh, elle n'encourage pas le porte-à-porte. Moi non plus. » D'après sa carte de visite, cet homme s'appelait Curry. Avez-vous déjà entendu ce nom-là ? Curry ? Curry. Mrs. Curtin secouait la tête. Méfiante, elle interrogeait. Qui l'a trouvé ? Miss Pebmarsh ? Non, une jeune dactylo. À la suite d'un malentendu, elle pensait que Miss Pebmarsh avait besoin de ses services. C'est elle qui a découvert le corps. Aussitôt après, Miss Pebmarsh est rentrée. « Quelle histoire !» soupira Mrs. Curtin. « Quelle histoire !»« Nous vous demanderons peut-être de venir voir le corps, » dit l'inspecteur, « pour savoir si cet homme est déjà venu à Wilbraham Crescent. Miss Pebmarsh affirme que non. Encore autre chose. Pouvez-vous me dire de mémoire combien il y a de pendules dans le salon de Miss Pebmarsh ?» Sans hésiter, Mrs. Curtin répondit. « Dans le coin, il y a la grosse horloge. Et sur le mur, le coucou. Il sort et vous dit coucou. Même que ça vous fait sursauter, quelquefois. »« Je l'ai pas touché, » ajouta-t-elle hâtivement. « Je ne les touche jamais. Miss Pebmarsh, elle tient à les remonter elle-même. »« Il ne leur est rien arrivé, » dit Hardcastle, rassurant. « Vous êtes certaine qu'il n'y avait que ces 2 pendules dans la pièce ce matin ? » ?»« Évidemment. Comment voulez-vous qu'il y en ait d'autres ? Quelle drôle d'idée !»« N'y avait-il pas, par exemple, un petit réveil en plaqué or sur la cheminée ? Ou encore une pendulette de porcelaine à fleurs ? Ou un réveil en cuir avec Rosemary écrit dessus ? » ?»« Mais non. Qu'est-ce que c'est que cette salade ? » ?»« S'ils avaient été là, vous les auriez remarqués, oui. » »« Il n'y a pas de doute. »« Pouvez-vous me dire l'heure exacte à laquelle vous avez quitté la maison ? » ?»« 12:15, à 1 minute près, » dit Mrs. Curtin. « Miss Pebmarsh était-elle rentrée, à ce moment-là ? » ?»« Non, pas encore. D'habitude, elle revient entre 12:00 et 12:30, mais ça varie. »« Elle était sortie depuis quand ? » ?»« Avant que j'arrive. Moi, je suis là à 10h. »« Bien, merci, Mrs. Curtin. » Ça paraît bizarre, ces pendules. À moins que Miss Pebmarsh ait été dans une vente. Ça lui arrive souvent ? Il y a 4 mois, elle a rapporté une descente de lit en poil de chèvre. Pas cher et en bon état. Et les rideaux de velours par-dessus le marché. A fallu les raccourcir, mais ils étaient presque neufs. Mais, en général, achète-t-elle des bibelots, tableaux, porcelaine, enfin, ce que l'on trouve dans la brocante ? Non, pas à ma connaissance, fit Mrs. Curtin. Mais sait-on jamais dans ces ventes ? On est entraîné, quoi. Rentré chez soi, on se demande à quoi sa fourbi va servir. Tenez, moi, j'ai acheté 6 bocaux de confiture, une fois. Quand j'y repense, ça m'aurait coûté bien moins cher de les faire moi-même. Et des tasses, avec ça, des soucoupes. Voyant qu'il n'en apprendrait pas davantage, l'inspecteur prit alors congé. « Un assassinat ? Chouette !» fit Ernie, se désintéressant momentanément de la conquête de l'espace pour ce sujet d'actualité autrement passionnant. «
C'est pas Miss Penmarsh qui a fait le coup, suggéra-t-il, alléché. Assez de sottises, fit sa mère. Puis, saisi d'un doute, je me demande si j'aurais pas dû lui dire. Dire quoi, maman? T'occupe pas, fit Mrs. Curtin. Ça n'a pas d'importance.